Merci beaucoup. Alors, nous allons avoir une conversation, je crois, pendant 1h30, c'est ça? Ou 1 heure, je ne sais pas. C'est combien de temps le... 1h30, c'est bien ça. Je ne m'étais pas trompé. Autour de la figure de Peder Balke, un artiste norvégien qui a été actif pendant le 19e siècle, dont un certain nombre d'œuvres sont rassemblées dans une exposition Sauvage Nudité qui a ouvert ce matin au château de Fontainebleau, dans les appartements de Mérimée. Donc pour y accéder, il faut aller visiter en fait le château, et dans le circuit de visite, très tôt dans le circuit de visite, vous avez sur la droite ces appartements où sont présentées des œuvres d'artistes ayant travaillé dans le Grand Nord. Je ne vais pas insister là sur l'exposition en particulier, on verra s'il y a des questions à la fin. C'est une exposition qui a été préparée par l'Institut national d'histoire de l'art, avec la collaboration du château de Fontainebleau et du Nordic Institute, dont le directeur est Knut Leogood, qui nous fait l'amitié de venir participer à cette conversation. Balke est donc un artiste peu connu en France. Il se trouve, et on va en parler ici, qu'il a malgré tout été acquis et collectionné par un Français, en tout cas, le roi Louis-Philippe, et que ses œuvres sont présentes au Louvre, dans des salles qu'on a tendance à ne pas visiter parce qu'elles sont au bout du parcours, les salles de la peinture nordique, un peu difficiles à trouver. L'idée de l'exposition est effectivement de mettre son rôle en lumière. En réfléchissant à cette conversation, assez naturellement, en discutant avec Knut, nous avons eu l'idée d'inviter Christophe Le Ribaud parce qu'il fait partie de ces historiens de l'art français, en l'occurrence directeurs d'institutions, ce qui ne gâche rien, qui ont un intérêt et une connaissance réelle de la peinture des pays nordiques du XIXe siècle, et même au-delà dans son cas, et qui a d'ailleurs des projets pour son musée du Petit Palais d'exposition sur la peinture danoise, dont il parlera dans une autre table ronde, et que donc nous puissions avoir cette discussion autour de la figure de Peder Balke. Et puisque c'est une figure inconnue, peut-être pouvons-nous commencer, ou peut-être Knut acceptera-t-il de commencer en nous parlant de qui est cet artiste, voilà, au moins de ses débuts, de la manière dont il a travaillé. I leave you the PowerPoint if you need to. Yeah. You'll move it. Thank you. Well, Peder Balke. Donc, Peder Balke était un artiste norvégien de la période romantique. Excusez-moi, est-ce que monsieur peut parler dans le micro, s'il vous plaît? Don't take the whole 1 hour and a half. Well, I thought perhaps I could. Je croyais que je pouvais donc lire simplement de ce livre, de ce catalogue, et vous aussi. Mais j'aimerais faire quelques commentaires avant de parler de Peder Balke. J'aimerais faire quelques commentaires. Normalement, vous pouvez m'entendre avec un micro, mais pas les interprètes, parce qu'il faut que ça nous entre dans les oreilles. Mention the paintings. Vous avez parlé des peintures qui sont exposées au Louvre. Et vous avez dit qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui les visitent. J'ai essayé de le faire hier, mais c'était fermé. La dernière fois que j'étais à Paris, j'essayais d'y aller également, et c'était également fermé. Donc, je crois que ce serait une bonne idée d'avoir cette expo à Fontainebleau, où les gens peuvent vraiment visiter ces œuvres. Et j'aimerais remercier Eric et l'Institut national de l'histoire de l'art, le château de Fontainebleau, d'avoir organisé le festival et également l'exposition, parce que je crois que ça va justement mettre en exergue les peintres du Grand Nord, et surtout à Peder Balke. Et d'après mon expérience du Louvre, donc c'est vraiment ça qu'il faudrait faire en France et également dans le reste du monde. Peder Balke.
son destin est en quelque sorte un symbole de ces petits pays au nord. Il est né en 1804, donc d'une famille pauvre. Donc, il a travaillé dans une grande ferme, une grande exploitation. Et ensuite, il est devenu apprenti pour un peintre. Donc, c'était pas quelqu'un qui faisait du beaux-arts, mais c'était quelqu'un qui faisait de la décoration dans les églises, dans les grandes maisons appartenant à ces exploitations. Mais à cette époque, les agriculteurs norvégiens étaient assez intelligents. Ils avaient aussi pas mal de ressources. Ils ont mutualisé les ressources pour que Pete pouvait avoir une éducation. Donc, il est allé à Oslo, il a fréquenté une école de dessin. Par la suite, il est allé à Stockholm, où il était étudiant de Carl-Jan Falkhans. Je crois que mes collègues suédois vont en parler de cette personne un peu plus tard. Et ensuite, il est allé à Dresde, où il était élève de Johann Christian Dahl. Il a rencontré Caspar Friedrich, qui était quelqu'un de très important pour lui. Mais ce qui était très important pour Balke, c'était quelqu'un qui faisait des voyages tout le temps. Et le premier grand voyage qu'il avait fait, c'était au nord de Norvège en 1832. Nous nous trouvons donc au Cap du Nord. C'est une œuvre de 1845. Et nous avons très peu d'esquisses de ce voyage au Grand Nord. Et très probablement, cette œuvre a été peinte de sa mémoire. Donc, en fait, il s'agit d'une impression qu'il a tirée de ce paysage très dramatique. Donc, j'ai parlé donc de l'influence romantique de Caspar David Friedrich, donc qui était aussi à moitié suédois. Donc, ici, vous voyez donc l'impression du Nord. Et il y a certains collègues français qui vont en parler de cette exposition au Grand Nord. Mais ce sont des choses qui se sont produites en même temps, en parallèle avec Balke. Ce qui est intéressant par rapport à Balke, ce ne sont pas uniquement ses voyages. Et voilà, je vais sauter quelques images. Je ne me souviens pas de la chronologie, dit l'orateur. Je crois que ce qui est intéressant, c'est lorsqu'il a commencé à peindre dans les années 50 ou la fin de 1840, il a reçu une commission du roi Louis-Philippe et à ce stade, il a développé une technique bien particulière où il avait une couche de blanc. Ensuite, il a rajouté une peinture très fine. Et ensuite, il a gratté. Donc, plutôt que de rajouter de la peinture, il a réduit la peinture. C'est une technique qu'il a tirée de son expérience en tant qu'artisan et c'est justement utilisé pour créer un effet dramatique. Il s'agissait d'une technique expérimentale. Donc, certaines des œuvres que vous pouvez voir dans l'exposition s'approche à l'art abstrait. Biographique qui vient d'être fait, que en réalité après ces commissions, après les commandes qui lui ont été confiées dans les années 1840, à la fin des années 1840, donc la commande par le roi Louis-Philippe, sur laquelle on va revenir, je pense, notamment avec Christophe. Après la volonté d'être un peintre d'importance, ce qui le conduit effectivement à voyager en Allemagne et en Grande-Bretagne en particulier, on y reviendra aussi, Balke rentre en Norvège et il n'a pas le succès qu'il pouvait escompter, et que c'est un artiste qui s'arrête, dont la carrière officielle s'arrête. Ce qui est évidemment un cas fréquent dans l'histoire de l'art, peut-être pas si fréquent que ça quand on la regarde dans le détail. Et que toute la production tardive, donc celle des années 1860-1870, qui est représentée par des tableaux parfois de grande dimension, mais surtout par des très petits tableaux sur panneaux de bois dont on présente une sélection importante dans l'exposition ici, que toute cette peinture est une peinture qui n'a pas de destination publique, qui est une peinture dont on ne sait pas exactement dans quelles conditions elle est faite, dont on ne sait pas exactement pour qui elle est faite,
et dont l'histoire de la circulation reste encore à faire. Balke, à ce moment-là, et peut-être que c'est mieux que Knut le raconte plutôt que moi, parce qu'il sera plus précis que moi, donc Balke se retire du monde de l'art, et qu'est-ce qu'il fait? Yes. Bien. Ben, il a eu une deuxième carrière. Il était aussi entrepreneur. Il avait donc sa propre entreprise, mais il était aussi donc un réformateur social. Donc voilà pourquoi il n'était pas très populaire. Donc, il était socialiste. Il faisait partie du mouvement travailliste en Norvège et lorsqu'il avait de l'argent, des ressources, on a dit qu'il était pauvre, mais bon, il a gagné de l'argent en tant qu'entrepreneur. Donc, il a construit une certaine partie de la ville, donc avec des maisons ouvrières pour des familles d'ouvriers. Et ça, c'était vraiment un très grand projet social pour l'époque. Et ces travailleurs, ils avaient une adresse permanente. Et donc, ça constituait un grand changement. Ils pouvaient voter, ces personnes. Et donc, à ce moment-là, il y avait un basculement vers la gauche. Mais à un moment donné, il y avait un incendie. On ne sait pas comment cet incendie a été propagé, mais on peut simplement deviner. Ensuite, il a eu une attaque cardiaque. Et en 1870... Donc, il s'est mis dans son studio et il a peint ses sujets. Il existe une théorie comme quoi ces petites œuvres, donc ils sont vraiment extrêmement petits comme des cartes postales, en quoi qu'ils ont été peints sur des matériaux de construction. Donc, en fait, il a recyclé en quelque sorte dans une idée sociale qui s'est transformée en art. Et voilà pourquoi c'est quelqu'un qui se trouvait un peu marginalisé par rapport à la société. Donc, il s'est concentré, il s'est focalisé sur quelque chose de différent et on ne le prenait pas au sérieux en tant qu'artiste. Donc, il a été pris au sérieux par la famille royale française et la famille royale suédoise. Mais à cette époque, le cercle de l'art suédois était assez petit et donc ce peintre était très critisé. Et en 1870, il a arrêté d'exposer ses œuvres. En fait, il est mort en 1877 et en fait, on se souvient de lui comme entrepreneur. On ne parle jamais du fait qu'il a été un artiste, un peintre. Redécouverte de Balke, peut-être je voudrais donner la parole à Christophe Le Ribaud. On va essayer d'avoir une discussion comme ça qui soit la plus libre possible et donc elle n'a pas de cadre extrêmement fixé, donc je vois que Christophe est étonné que je lui donne la parole. Peut-être pour avoir un point de vue qui soit un point de vue en partie extérieur sur une figure comme celle de Balke, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un historien de l'art du XIXe siècle, qui a une connaissance générale de la peinture européenne de cette période et un intérêt marqué, mais aussi une connaissance approfondie de l'histoire de l'art français de la fin du XVIIIe siècle et du XIXe siècle, peut faire d'un artiste comme Balke? Comment le situer et comment le placer dans l'histoire de l'art, dans une histoire de l'art qui se ferait à l'échelle européenne d'une certaine manière, hors de l'histoire de l'art française de cette période qu'on connaît bien ou des quelques pays qu'on connaît bien? Je crois que Balke est quand même un peu un ovni, un peintre tout à fait hors norme. Et d'ordinaire, pour les expositions que l'on a bâties depuis quelques années au Petit Palais, on s'est pas mal intéressé à des artistes étrangers que nous n'avions pas dans nos collections, mais qui à un moment ou à un autre étaient venus en France, sont-ils besoin soit de suivre carrément une sorte de scolarité en France, à l'école des Beaux-Arts, une fois celle de leur pays achevée. Ça peut être ou peut-être le cas de Edelfelt, qu'on va essayer aussi de montrer dans les prochaines années, pour citer un artiste
donc du Nord, mais ou au moins qui soit venu à Paris à la recherche d'une notoriété, qui soit resté très longtemps, comme Anders Zorn, qui a passé plus d'une dizaine d'années en France. On voit quand même vraiment les échanges avec d'autres artistes, la place qu'il arrive à conquérir, avec Karl Larsson. C'est pareil, c'est un artiste qui vient très longtemps en France, alors à Paris, mais surtout à Grès-sur-Loing. Ce sera le sujet d'une autre table ronde, je crois, c'est dimanche. Et Balke, c'est tout à fait... Donc on a des artistes que l'on peut croiser avec d'autres. On peut faire des comparaisons entre Zorn, Albert Bénard ou des œuvres de Sorolla ou de Sargent, mais qu'il a pu aussi voir même à Paris. Et pour Larsson aussi, par rapport à Bastien Lepage, à toute une tradition à laquelle il prend et puis il rend des choses tout à fait originales. Or, pour Balke, ça n'a rien à voir, puisqu'on a une œuvre profondément frappante, moderne, dérangeante, etc. Mais aussi, c'est peut-être un peu lié aussi à cette carrière hors norme, puisque c'est vraiment... Alors, un enfant pauvre et un pauvre paysan qui devient un grand peintre ou un grand sculpteur, ça c'est classique dans l'histoire dans les histoires racontées des artistes, mais en l'occurrence là c'est vraiment vrai. Mais c'est surtout... quelqu'un qui est issu d'un pays, il faut bien le reconnaître, où il n'y a pas de tradition artistique, en tout cas à l'occidental, très, très forte. Il n'y a pas véritablement d'enseignement très, très professionnel de la peinture à ce moment-là. Il n'y a pas, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de galeries de peinture en 1820 à Christiana. Il n'y a pas vraiment de collectionneurs. Il y a... donc assez peu de débouchés pour un adolescent qui a envie de peindre, et c'est comme ça qu'il se retrouve un peu peintre décorateur, peintre en bâtiment, parce qu'il n'y a pas vraiment... Alors Knut va apporter beaucoup de précision et de contradictions, j'espère, mais donc un artiste qui ne bénéficie pas du tout de cette formation. Voilà. Et puis qui quand même finalement se forme, trouve quand même des amateurs, mais donc qui part vraiment d'une situation très, très difficile. Il n'y a pas non plus de musée, il n'y a pas de prix de Rome des artistes norvégiens à l'époque. Donc c'est vraiment parce qu'il est visiblement très débrouillard, sympathique, qui devient ami avec tout le monde, qui réussit à convaincre qu'il faut l'aider, qu'il faut le financer, qu'il arrive quand même à faire un début de carrière. Donc et cette carrière qui est assez brève, puisque ensuite, pour des raisons en partie politiques, mais aussi parce qu'il n'y a pas vraiment non plus, toujours pas de grand marché de l'art en Norvège, il s'oriente vers autre chose. Donc sa vie aussi est absolument un peu excentrique par rapport à son art. Donc on a du mal à l'intégrer dans un grand panorama de la peinture de paysage, la découverte de la nature au XIXe siècle, où elle aurait vraiment sa place toute définie. Et même la Norvège qu'il représente, c'est des aspects quand même très, très ponctuels. C'est le Cap Nord, c'est la mer, donc évidemment très, très importante. Mais il n'a pas produit quantité de vues pittoresques de toutes les villes, de tous les villages. Il est très différent de Fernley ou d'autres qui montrent les cascades, qui montrent tous les aspects pittoresques du pays et qui du coup trouvent, j'imagine, davantage d'acheteurs parmi les collectionneurs et puis les curieux de ces contrées, des collectionneurs qui peuvent être allemands ou français, alors hormis l'épisode Louis-Philippe dont on parlera peut-être un petit peu plus tard. Mais je crois que tu voulais réagir. Well, I really... Oui, je voulais réagir à quelque chose d'autre que vous avez dit, parce que, il a peint les maisons d'abord, pas parce qu'il n'y avait pas un marché d'art, mais il a commencé en tant qu'apprenti. Il faut se souvenir, c'était un homme pauvre qui vivait dans la campagne en Norvège. Il n'avait pas accès donc à cette tradition artistique comme vous aviez en France avec des académies, etc. Mais lorsqu'il a découvert ce talent. Il était toujours artisan, mais quand même, il s'est penché sur les beaux-arts. Donc, il a commencé comme artisan et ensuite, il est devenu peintre, artiste. Mais vous avez entièrement raison lorsque vous dites c'est un autodidacte. Il a créé sa propre carrière.
Et bien sûr, il y avait un très grand peintre qui est bien connu, Johann Christian Dahl, qui était très important justement pour les artistes norvégiens de l'époque, mais aussi pour d'autres artistes scandinaves, d'autres artistes de l'Europe du Nord. Donc, ce peintre était vraiment quelqu'un de très influent dans le monde de l'art de l'Europe du Nord. Donc, il pouvait introduire donc les jeunes peintres à des collectionneurs très importants également. Donc, c'est comme ça que Balck l'a connu, comme a fait Steindler, Nordler. Et la raison pour laquelle il a arrêté d'exposer ses œuvres. Ce n'est pas une question du marché de l'art. Ce n'était pas un grand marché de l'art. Il y avait une galerie nationale qui était établie en 1830, donc qui organisait des expositions. Et c'était dans le Kunstverein, donc à Oslo. C'était la première fois qu'il a vu une œuvre de Dahl. En fait, c'était un paysage danois. Il a été tellement impressionné par cette œuvre qu'il a décidé de devenir peintre. Mais la raison pour laquelle il a arrêté donc d'être un artiste professionnel, il n'a jamais arrêté d'être artiste, il a continué à peindre. Mais qu'est-ce que c'est qu'un artiste en fin de compte? Il a continué à exercer en tant qu'artiste, mais pour lui-même. Il a arrêté les expositions pour toute une foule de raisons. Donc, les réactions, les critiques. Donc, il ne trouvait pas sa place dans ce monde. Donc, après Dresde, les peintres norvégiens sont allés ailleurs. Donc, il y avait donc le mouvement Biedermeier. Donc, il ne trouvait pas sa place dans le marché à l'époque. C'est quand même que Alors, première chose, parce que ça n'est pas évident pour un public français, la Norvège est à ce moment-là incorporée au royaume de Suède. C'est un État c'est un royaume, mais qui est associé au royaume de Suède. It was a union. C'est une union, et c'est une union forcée. C'était pas une colonie. Je savais, en disant, j'essayais de trouver le bon terme, parce que association pouvait laisser penser que l'association était volontaire. Or, il se trouve quand même que c'est le résultat des guerres napoléoniennes qui a fait que l'association, non entièrement choisie non plus avec le Danemark, avait été remplacée par une association pas du tout choisie avec la Suède, même si une partie de la classe politique norvégienne avait compris très vite qu'il n'y avait pas d'autre solution. Dans ce sens-là, il n'y a pas eu de grands mouvements de résistance à cette chose-là. Ce que je veux dire par là, c'est que quand même, et on le voit dans un certain nombre des reproductions qui sont passées, pour un artiste norvégien à l'époque, il est naturel de voyager en dehors de la Norvège au sens strict du terme, de chercher le patronage du roi de Suède, d'aller à Stockholm. Et on a vu passer, il faut que je la retrouve parce que je ne sais plus où elle est, mais oui, une vue de Stockholm. Et d'ailleurs, dans les vues qui sont commandées par le roi Louis-Philippe, on trouve aussi des vues qui sont on peut trouver des vues qui ne sont pas des vues strictement de la Norvège. Que donc il y a un contexte national qui est plus large que ce contexte national, d'où le fait que quand même tous les artistes que l'on vient de mentionner sont des artistes qui à un moment ou à un autre partent de Norvège pour se former véritablement et pour trouver aussi un marché plus large, donc soit auprès des collectionneurs et de la cour à Stockholm ou dans d'autres villes de Suède, soit en Allemagne, enfin dans les différents États allemands, et puis dans le cas de Balke, également en France et en Angleterre. Et que peut-être, je rebondis sur ce que disait Christophe Leribaud, moi ce qui me frappe quand même effectivement, c'est que par rapport à ces contemporains qui ont tendance à un certain moment à multiplier le type de scène. Après, on peut discuter pour savoir si c'est pour trouver des commandes et des commanditaires et des acheteurs
ou bien parce qu'ils ont un intérêt naturel pour le fait que le pittoresque serait incarné et pourrait se manifester dans des sujets extrêmement différents, Balke, très rapidement, pour autant qu'on connaisse l'ensemble de sa production, moi, ce qui me semble, pour ce que j'en connais, c'est que Balke se réduit assez rapidement son vocabulaire. C'est-à-dire que si on prend ce que disait Christophe, c'est-à-dire on trouve effectivement à certains moments, et jusqu'à la fin d'ailleurs pratiquement, des vues de cascades ou des vues de montagne, mais très vite, et à mon sens, mais peut-être que Knut ne sera pas d'accord, à mon sens, dès les années 1840, son vocabulaire passe par une manière devient, je cherche un mot qui ne soit pas négatif, mais devient, je vais en employer un qui est négatif, devient stéréotypé. C'est-à-dire qu'il a un vocabulaire qu'il a réduit ou une iconographie qu'il a réduit à quelques sujets et dans lesquels il va faire quelque chose qui n'est finalement pas si commun dans cette période, me semble-t-il, c'est-à-dire s'enfoncer de façon répétée sur ces mêmes combinaisons de motifs, en les approfondissant progressivement et en faisant quelque chose qui est à la fois une chose pleinement obsessionnelle, et c'est un artiste obsessionnel, c'est un artiste qui est à la fois, il n'est pas un artiste marginal, il y a d'autres figures dans l'histoire de l'art norvégien, d'artistes qui sont des artistes véritablement marginaux. Ça n'est pas son cas, il a été intégré à l'ensemble du système, mais c'est un artiste qui, dans la manière dont il travaille, ne correspond pas et manifestement assez rapidement ne cherche plus à correspondre à une attente d'un milieu de l'art organisé. Peut-être qu'il est déçu par le fait d'être mal reçu par ce milieu de l'art, peut-être qu'il est déçu d'avoir un certain nombre de mauvaises critiques, mais ce qui me frappe, c'est qu'avant même qu'on ait ces mauvaises critiques, qui lui reprochent le fait de mal composer ses tableaux, d'être trop symétrique, etc., on a une manière comme ça d'être obsédé par quelques sujets ou combinaisons de sujets inlassablement répétés, avec des transformations qui peuvent être des transformations qui peuvent apparaître minimes au premier abord. Et puis ensuite, c'est un peu, alors je vais faire évidemment de l'anachronisme, mais c'est un peu comme à partir du moment où Mondrian invente le néoplasticisme dans les années 1920, enfin 1919-1920, il ne fait plus que des tableaux avec les trois couleurs primaires et des lignes noires et des fonds blancs ou gris. Si on le regarde de loin, ça paraît tout le temps la même chose. Quand on commence à s'y intéresser, on se rend compte qu'il y a une diversité absolument extraordinaire. Et chez Balke, on a un œuvre qui est entièrement prise à partir des années 1840 par cette répétition et qui s'insère du coup relativement mal, parce que on voit peut-être dans les reproductions qu'on a passées, mais il y a bien des rapports avec un certain nombre de maîtres qu'il s'est donnés. Des maîtres très connus de la peinture allemande, l'un qui est un artiste entièrement allemand, qui est Friedrich, l'autre qui est en fait un artiste norvégien, mais vivant en Allemagne, qui est Dahl, et dont la carrière est une carrière aussi largement allemande. Pour autant que la question de l'Allemagne, ça a un sens, mais pour cette période-là, c'est évidemment un petit peu plus compliqué. Donc j'ai invité Knut à répondre et à ne pas être d'accord avec moi, donc j'espère qu'il n'est pas d'accord avec moi. No, well, I think the association. Écoutez, en fait, je pense que l'association avec Friedrich, c'est intéressant parce que lorsque l'on parle du fait qu'il se répète, qu'il répète toujours le même sujet, en fait, ça me rappelle, c'est comme le Cap Noir. En fait, je crois que c'est un motif qui est cher à son cœur. Est-ce qu'on a un moral? Non, je cherche. Je ne sais plus où je l'ai mis, oui, effectivement. Mais j'aimerais bien revenir sur une autre question. Vous avez dit que les artistes norvégiens devaient voyager.
Et non seulement pour trouver des collectionneurs et des sponsors, mais également pour se former, parce qu'ils n'avaient pas d'académie jusqu'en 1909. Mais enfin, la plupart des artistes norvégiens ont continué à aller à Copenhague, même si on était séparés de Copenhague en 1848, la plupart des artistes norvégiens considéraient que Copenhague était leur capitale. Je suis désolée de le dire à nos collègues suédois qui sont dans cette salle, mais c'était le cas. Vous savez, très peu d'artistes continuent à aller à Stockholm pour se former. Ils préféraient aller à Copenhague et ailleurs en Allemagne, à Dresde, à Düsseldorf, etc. Parce qu'ils étaient assez anti-suédois, disons. Et en fait, on a parlé de Balke en tant qu'un réformateur social. J'ai parlé avec Rudver, l'organisateur du festival, et il y avait une présentation de Dan Vaux aujourd'hui, et c'est en fait un artiste aussi très engagé socialement. C'est un projet visuel, et dans ce sens, je pense qu'on ne peut pas réparer Balke de son projet social, parce qu'il a construit une partie de la ville pour les ouvriers. C'est indissociable de son projet en tant que peintre. Et son engagement social se reflète aussi dans ses tableaux. Pour nous, c'est romantique, c'est spectaculaire, c'est dans le Grand Nord, c'est très loin. Mais en fait, cela parle aussi du monde moderne, des dangers des bateaux modernes. Par exemple, ça, c'est la forteresse de Vorderøe. C'est une forteresse de défense très près de la frontière russe. Et là, il a changé avec le phare. Mais en fait, il y avait le phare. En fait, il n'y avait pas de phare jusqu'aux années 1890. Donc, pourquoi est-ce qu'il a mis ce phare ici? Et en fait, c'était parce que il voulait œuvrer pour le bien-être des navigateurs. La Norvège était une nation de navigateurs, mais beaucoup d'entre eux sont morts en mer. Donc, Balke a demandé au Parlement norvégien de construire plus de phares. Donc, cela peut être vu aussi comme un message politique. Donc, une partie de sa réforme sociale, et c'est traduit en peinture. Continuer sur cette question de la réforme sociale. Un des motifs qui est repris de façon très forte, mais j'ai l'impression, pour autant que mes recherches soient exhaustives, pas avant les années 1860, c'est ce motif du bateau à voile et du bateau à vapeur, qui revient de façon récurrente dans sa peinture, et notamment dans les petits tableaux, mais pas seulement dans les petits tableaux. C'est-à-dire que quand on commence, comme je l'ai fait, à s'intéresser à cette répétition de ce motif, parfois dans une mer calme, parfois dans une mer agitée, on se rend compte que même dans des tableaux qui sont des tableaux de paysage qui ont l'air de parler de tout à fait autre chose, il y a dans le fond du tableau un bateau à voile, un bateau à vapeur. Pour moi, alors, bon, voilà, vous en avez aussi deux autres exemples ici. L'un est dans l'exposition, l'autre pas. Mais on pourrait vraiment multiplier, c'est-à-dire qu'il y a des dizaines de tableaux qui sont avec un bateau à voile et un bateau à vapeur, soit comme motif central, soit ailleurs. Bon, évidemment, comme historien de l'art non spécialiste de la peinture norvégienne, quand on voit bateau à vapeur, bateau à voile, on pense à ce grand tableau manifeste de l'industrialisation et de la défaite de la marine à voile, qui est le Téméraire conduit à son dernier mouillage pour être détruit de Turner, qui est un tableau de 1839. Dans beaucoup des textes qui sont consacrés à Balke, essentiellement par des historiens de l'art norvégiens, il y a quelques non-norvégiens qui ont écrit sur Balke, mais nous sommes encore trop peu nombreux, et pour ma part, je n'ai écrit qu'un très petit texte.
On balaie d'un revers de main cette idée que Turner aurait pu être important. Pour l'instant, encore une fois, il faudrait faire une véritable recherche, j'ai le sentiment que ce motif n'apparaît qu'après que dans les années 1850, c'est-à-dire après que Balke a été à Londres et que vraisemblablement il y a vu ce tableau de Turner qui est en fait présent dans l'atelier. On a de très nombreux témoignages de l'importance de ce tableau à ce moment-là à Londres, qu'il en fait quelque chose qui est quelque chose de différent, c'est-à-dire qu'il reprend, à mon sens, cette idée du combat entre la modernité et le passé, mais que ce qu'on voit, c'est qu'en réalité, dans aucun des tableaux, on a une victoire de l'un sur l'autre. Et pour moi, c'est effectivement une position politique et une position sociale. Peut-être que je vais trop loin dans l'interprétation, mais c'est ce que je voudrais proposer, et c'est fait pour être discuté, bien évidemment. C'est-à-dire que ce qui est présent, c'est le combat de l'homme contre la nature et avec la nature, à la fois par les moyens de la modernité et les moyens de la tradition. Et quand on regarde ce que Balke fait dans la partie de la ville qu'il construit, qu'on va appeler le village de Balke, Balkebu, il ne s'intéresse pas que aux ouvriers qui sont les ouvriers de l'industrie nouvelle. Il invite là des artisans, des marins, etc., c'est-à-dire des représentants d'une forme qui est ancrée dans la tradition. Et il y a quelque chose sans doute en lien, et sans doute il faudrait le creuser aussi, avec cette idée d'un nationalisme assez fort qui dit qu'il faut aller chercher dans les ressources qui sont déjà présentes dans la tradition du peuple norvégien et du petit peuple norvégien, et donc notamment des marins, les moyens de survivre à l'intérieur de ce nouveau contexte. Et que finalement, et peut-être que là encore ça tient à quelque chose qui est quelque chose d'un pays non tempéré du point de vue du climat, que de toute façon c'est la nature qui a le dernier mot. C'est-à-dire que la nature déchire les voiles des navires à voile, qu'elle empêche les bateaux à vapeur de circuler correctement, etc. Et il y a une phrase dans le journal de Balke, je le cherche, il y a une phrase dans son journal qui dit très directement cela. Zut, je ne la retrouve pas, évidemment. Bon, vous allez être obligé de me faire confiance. Donc je vous assure qu'il y a une phrase dans son journal qui insiste sur cette victoire de la nature. Je vais la retrouver quand même, je suis sûr. Oui, voilà, il écrit à propos de son voyage en 1832, sur lequel il faudrait qu'on revienne. Dans ces régions du Nord, la beauté de la nature joue le premier rôle, tandis que les êtres humains, enfants de la nature, jouent seulement un rôle secondaire. Et c'est évidemment un topos de la peinture romantique, cette idée que l'être humain est secondaire par rapport à la nature. Mais dans son cas, je pense, et de ce point de vue-là, je suis entièrement d'accord avec Knut, comme sur beaucoup de points, évidemment, puisqu'il connaît beaucoup mieux le sujet que moi, de toute façon. De ce point de vue-là, il me semble qu'il y a à la fois ce topos romantique et puis quelque chose qui le dépasse dans l'incarnation très concrète d'une pensée politique et sociale qu'on peut ensuite, mais on en parlera peut-être plus tard, retrouver même dans les moyens techniques utilisés, dans cette réhabilitation pour les beaux-arts de moyens qui sont normalement destinés à la peinture décorative, à la peinture qui n'a pas de valeur en elle-même, à ces trucs d'atelier qu'on utilise pour décorer plus rapidement une salle de conférence dans un hôtel ou quelque chose de ce type-là. Well, I think it's definitely a point about.
Oui, tout à fait. Vous avez raison en ce qui concerne la nature et le danger que représente la nature. Évidemment, en Norvège, la mer a toujours été très importante dans notre histoire. Il n'y a qu'à voir les Vikings et aussi la navigation, l'exploration et également l'industrie de la pêche. Et beaucoup de ces personnes sont mortes dans leur rencontre avec la nature. Mais évidemment, nous voyons que la modernité s'immisce par les phares et par les moteurs à vapeur. Donc, est-ce que vous voudriez demander quelque chose, Christophe? Non, vous ne voulez rien leur dire, non? Comme ça, je vais poser une question de façon assez directe. Yes. Donc Balke fait le voyage du Cap Nord en 1832. Il n'y retourne pas pendant le reste de sa vie, donc il y est allé une fois. On a en fait assez peu de traces de ce premier voyage de 1832. On a quelques dessins, vous en avez ici un exemple qui vient du musée de Tromsø, dans le nord de la Norvège. Donc, il a sans doute un ou plusieurs carnets qui sont remplis d'esquisses de ce qu'il a pu voir, et ça va lui servir de réservoir pendant l'ensemble de sa vie. Et à partir de là, on a tout un ensemble de dérives. Mais donc, il continue à représenter cette région où il est allé une seule fois, dans des conditions évidemment difficiles, parce que, comme Knut l'a dit, c'est un voyage maritime très difficile à l'époque. Il n'y a pas de route commerciale, il faut prendre des bateaux qui prennent des risques considérables, même pendant l'été, étant donné les tempêtes qui sévissent, etc. Et puis il arrive donc jusqu'au Cap Nord. Au Cap Nord, de toute façon, à cette époque-là, il n'y est pas allé à un moment où il était possible de voir des aurores boréales. Peut-être a-t-il vu à un autre moment dans sa vie des aurores boréales un peu plus au sud de la Norvège. On n'en sait rien d'une certaine manière. En tout cas, je ne sais pas, peut-être que dans son journal, il en parle. Mais voilà, qu'il ait vu ou pas des aurores boréales, de toute façon, quand il en fait quelque chose, comme dans cette petite huile sur panneau, vous en avez vu une autre qui a défilé dans les images, il en fait quelque chose qui est une chose quasiment abstraite, c'est-à-dire, comme Knut l'a expliqué, il a cette couche de peinture blanche, elle est recouverte d'une couche de peinture noire, il prend un grattoir, et pour faire l'aurore boréale, il se contente d'enlever quelques bandes verticales, et ça donne une aurore boréale. Pratiquement à la même époque que lui, quelques années après, un artiste français, qui est aussi présent dans l'exposition ici, François-Auguste Biard, se rend dans la même région. Il arrive au Cap Nord, d'abord en voyageant par voie terrestre, puis par voie maritime. Là, il rejoint une expédition de recherche. Il en sera plus question dans la table ronde que citait Christophe tout à l'heure autour des artistes français et romantiques de cette période. Et avec cette expédition, il va jusqu'aux îles du Spitzberg, dans une partie qui est véritablement très loin du cercle polaire, ou très loin dans les régions polaires. Il en rapporte aussi des esquisses, etc. Mais ensuite, quand il en fait un tableau, il fait un tableau Magdalena Bay, qui d'une certaine façon est tout aussi peu réaliste que les petits tableaux de Balke dans ces années-là. Alors, je ne sais pas comment t'obliger à prendre la parole à partir de là. Alors, je prends le micro. En tout cas, des artistes qui font fructifier leurs souvenirs de voyage, si je puis dire. Il y en a quand même, c'est un processus assez fréquent, commencé par Corot, qui va rester longtemps en Italie, mais après va cultiver les souvenirs d'Italie à n'en plus finir, reprenant les mêmes motifs de façon récurrente. De certaine manière, c'est aussi le cas de Delacroix, qui ne peint pas au Maroc.
dessine, déjà un peu caché d'ailleurs, c'était pas toujours évident pour lui, en 1832, et peindra le Maroc ensuite jusque dans les années 1860. Hein. Et son Maroc de 1835 ou juste et celui de 50, de 60, etc. À chaque fois est très différent. Hein. Donc il reprend des motifs, il les alimente aussi avec ses propres recherches esthétiques, aussi les témoignages qu'il peut avoir, par ailleurs, d'autres de la situation dans le pays dans ces années-là. Donc c'est vraiment un processus artistique. Il y a par ailleurs énormément d'artistes topographes, hein, souvent d'ailleurs invités par des éditeurs à sillonner la France, l'Europe, l'Écosse, la Normandie pour exécuter des dessins qui donnent éventuellement lieu à des tableaux, mais surtout à des estampes, hein, qui est un marché très recherché, bien sûr, hein, de vues pittoresques de toute l'Europe. Et d'ailleurs, ce qui est frappant avec ces vues de Norvège, qui est quand même un endroit, le Grand Nord, quand même assez peu accessible, c'est que c'est vraiment tôt, parce qu'on a peu de vues de Bretagne, hein, même de ces années-là, parce que la Bretagne est considérée comme un peu lointaine, il n'y a pas vraiment beaucoup de routes de routes confortables, il n'y a pas vraiment d'hôtels très dignes de ce nom jusque dans les années 1850 en Bretagne. Donc on a aussi la découverte même de la France, c'est pas forcément très antérieure à celle de la Norvège par Balke. Alors ensuite, il a quand même ce témoignage, ce voyage, il va essayer de le faire fructifier. Donc c'est l'épisode notamment de sa rencontre avec Louis-Philippe, puisque Louis-Philippe, pendant son long exil, pendant la Révolution et après, donc en 1795, effectue lui aussi ce voyage, qui est quand même assez incroyable. On a du mal à imaginer Louis-Philippe comme une figure pré-romantique, parce qu'on l'a un peu trop vu à travers les caricatures qu'il représente un peu âgé, en forme de poire, étant un peu un roi arrivé tardivement au pouvoir, avec des conceptions très modérées, bourgeois, juste milieu, etc. On a du mal à imaginer ce jeune homme fringant qui aurait pu très bien rester en exil dans une belle maison aux alentours de Londres, et qui au contraire voyage. Alors ce qui est étonnant, c'est que Balke décide d'aller à Paris. Alors non pas comme d'autres que j'ai évoqués pour exposer au salon ou plus tard aux expositions universelles, se faire reconnaître, enfin pour leur art, parce que c'est une des villes où on peut acquérir cette notoriété qui est très utile aussi pour les collectionneurs de son propre pays. Il décide de manière là aussi très, très originale d'aller à Paris pour convaincre le roi de lui acheter ou de lui commander des vues des sites qu'il avait vus donc une quarantaine d'années précédemment. Et donc on a des récits assez précis, des correspondances, et où il explique vraiment comment arriver à Paris avec sa femme, ses enfants, etc. Il essaie d'intervenir auprès de l'ambassadeur, auprès des personnes, d'autres Norvégiens à Paris qui pouvaient lui indiquer comment accéder au roi, qu'on lui explique que oui, on lui fait faire des lettres très protocolaires, enfin tout ça est décrit par Knut et d'autres auteurs. Donc pour approcher tout à fait dans les règles Louis-Philippe aux Tuileries, et puis finalement il prend une décision courageuse, originale, norvégienne sans doute, d'écrire un mot beaucoup plus franc et direct pour contacter Louis-Philippe, et puis finalement ça fonctionne. Son audace est payante, puisqu'il va pouvoir rencontrer Louis-Philippe, qui connaît quelques mots de norvégien, je crois qu'il parle plutôt en allemand finalement, et qui discute longuement avec lui, le revoit, le revoit, etc., au grand étonnement évidemment de tout le monde. Alors c'est Louis-Philippe très vieillissant, c'est Louis-Philippe de 1847, donc il n'a plus pour très longtemps au pouvoir. Il était d'ailleurs un peu isolé, hein, c'est un moment où beaucoup de personnes tournent des talons. Il a une opposition grandissante, républicaine. Enfin, il est un petit peu. Il est dans les derniers mois de son pouvoir avant la Révolution.
Et c'est intéressant de voir comment Balke lui propose donc toute une série d'esquisses d'après les sites du Grand Nord, les endroits où le roi était venu donc en 1795, et obtient la commande en grand de tableaux qui malheureusement ne seront pas réalisés, à part deux, puisque entre-temps intervient la révolution de février 1848. Et finalement, Balke ira quand même essayer, après la Révolution, de convaincre Louis-Philippe d'honorer sa commande, mais bon, il lui explique très honnêtement que c'est plus du tout sa priorité, peut-être, maintenant qu'il est en exil et presque mourant, de commander quand même finalement des tableaux mettant en honneur son voyage passé. Et l'épisode est aussi très important pour la redécouverte de Balke, puisque finalement c'est un artiste très bien représenté au Louvre à cause de toutes ces petites compositions qui sont restées à Paris. Bon, il y en a quelques-unes de perdues, il n'y en a plus qu'une vingtaine sur les 50, hein. Mais ce qui fait que Balke est bien représenté au Louvre, alors avec des œuvres peut-être plus conventionnelles que celles qui nous frappent maintenant de nos jours. Il y a ces passerelles plus tardives, justement, avec ces effets d'aurore boréale, etc., qui ont tellement fasciné. Mais si j'ai bien compris, c'est un petit peu aussi la présence, tout d'un coup, quand enfin on s'est mis à les réexposer au Louvre, qui a aussi un petit peu interpellé les historiens de l'art norvégiens sur l'importance de cet artiste. Il va y avoir une controverse. Non, pas du tout. Je crois que nous sommes en train de redécouvrir Balke, comme vous l'avez dit, après ce qui a été écrit dernièrement, et les tableaux redécouverts au Louvre. En fait, je crois qu'ils étaient emmagasinés à Versailles lorsque l'un de mes collègues est arrivé à Paris et les a demandés dans les années 80. Et tous les gens, on lui a dit non, on ne sait pas qui est cet artiste, on ne sait pas où sont ces tableaux, on ne les a jamais vus. Mais évidemment, juste comme l'a fait Balke, les Norvégiens n'abandonnent pas. Nous sommes têtus et nous insistons. Et il a insisté jusqu'à les sortir de leur emmagasinement. Et en fait, dans votre description de Balke est la correcte. Vous avez raison. C'était ce personnage aventureux qui entrait facilement en contact avec les gens. Non seulement Louis-Philippe. En fait, en tant qu'étudiant à Stockholm, il avait déjà été avec un premier ministre norvégien grâce à son à l'union que nous avions, mais nous avions une constitution, donc c'était le maréchal de Bernadotte nous a forcés à faire cette union avec les Suédois, je vous le rappelle, hein, donc mais enfin, il avait des amis de tous les nouveaux, et c'était quelqu'un d'aimable, et il faisait ce que l'on appelle maintenant un réseau, et ça l'a beaucoup aidé dans sa carrière, dans ses voyages, et il n'avait pas peur de voyager. Il est même allé jusqu'à Saint-Pétersbourg, et il avait une commission, mais à l'époque, ce n'était pas la bonne saison, et donc il a dû y aller sans obtenir de commission là-bas. Mais vous parliez de Louis-Philippe, du jeune Louis-Philippe, qui était plus romantique qu'on imaginait. En fait, je peux vous le confirmer, hein, car moi, j'ai une tante qui vit dans la région la plus au nord de la Norvège, à Finnmark, et son mari est chargé d'un district. Et en fait, il y avait des impressions, des images. Et en fait, il dit, mais qui est celui-là? Ben, c'est Louis-Philippe. Donc, c'est l'ancestre de mon mari. Donc, vous voyez, il y a des gens qui se disent que leur ancêtre est Louis-Philippe. Donc, Louis-Philippe a dû être vraiment très romantique dans son voyage, puisqu'il a dû rencontrer quelques Norvégiennes. Et ceci... je ne sais plus ce que je fais. Alors, en fait, voilà. Ça commence ici, regardez. Balke est mort en 1877. Et en fait, il
était plus connu en tant qu'artiste parce qu'il n'avait plus été exposé jusqu'en 1850. Mais enfin, cela veut dire que pendant 30 ans, il a été dans son studio à produire on ne sait combien de beaux tableaux. Et on les appelle les esquisses, mais en fait, ce ne sont pas vraiment des esquisses et des études. Ce sont vraiment des travaux en soi, des œuvres en soi, même s'ils ont un peu la qualité d'une esquisse. Et en 1914, la Norvège célébrait le centenaire de son indépendance et de sa constitution. Non, en 1914, c'était la constitution. Oui, si, nous l'appelons comme cela. Et évidemment, en 1905, nous nous étions séparés de l'union avec la Suède. Donc, on avait beaucoup de raisons de faire des célébrations. Donc, en 1914, il y a eu une exposition, mais ce n'était pas une exposition universelle. Mais enfin, une partie de la ville a été construite. En fait, c'était au centre de la ville, mais aussi à l'extérieur de la ville. Maintenant, c'est considéré comme le centre de la ville. Et les commissaires du département du service d'art, il y avait un peintre norvégien, Hans de Gower, et il voulait montrer non seulement les artistes établis par le canon Jan Christian Dale, qui est si célèbre. Il voulait aussi apporter de la lumière sur des artistes moins connus. Donc, plusieurs artistes qui étaient un peu méconnus ont été exposés là. Il y avait Balke et d'autres peintres tels que Hagevik. Et ces artistes avaient été, disons, des artistes un peu à la marge. Et Balke était marginalisé de par sa naissance. Il y a aussi des femmes artistes qui étaient marginalisées du fait d'être une femme. Et parce que certains de ces artistes ont aussi été, leurs œuvres ont été publiées dans un livre par un critique, Alf Habitz, qui a découvert certains peintres. Et il y a eu aussi une exposition faite par une galerie à Oslo un an plus tard. Et il y avait environ 100 tableaux de Balke. Et les gens ont commencé à se dire, ah, ben, c'est qui celui-là? Donc, qu'est-ce qu'on a raté? Et les Suédois aussi. Ils ont acheté les premiers peintres pour leur musée à Gothenburg. Et aussi, le musée à Bergen a acheté quelques œuvres. La Galerie nationale aussi a hésité parce que le directeur de cette galerie était très francophile, il préférait les impressionnistes, Edvard Munch, mais on l'a obligé à acheter quelques œuvres. Et en fait, il a acheté des œuvres très expérimentales. Il y avait aussi des collectionneurs qui étaient présents. Et la prochaine exposition, c'était dans les années 50, un autre historien d'art qui a commencé à travailler sur ce sujet, Henny Alsnik. Peut-être que ces noms ne veulent rien dire pour vous, mais je les mentionne quand même. Mais il s'agissait uniquement de la Norvège. Mais dans les années 60, les artistes danois, Perkeby, je crois qu'on va en parler pendant ce festival, Kirkeby. Donc, c'est un artiste expressionniste. Donc, il a vu ses œuvres et en 1980, on a publié un autre livre qui a été publié en anglais. Donc, je crois que c'était la première publication internationale qu'on a écrit à propos de Balke. Vous avez parlé de Turner. Ça, c'est très intéressant. Donc, les historiens d'art qui ont parlé de lui, ils ont dit, ah oui, il y a une semblance avec Turner. Bien sûr qu'il a vu des œuvres de Turner. Donc, c'était uniquement très tardivement que les historiens d'art ont refusé ça. Ils ont dit non, il n'a pas vu Turner, il a vu d'autres artistes. Et je crois que cela est dû au fait que l'histoire de l'art en Norvège était quelque chose de très national. On ne voulait pas admettre qu'il y avait une influence étrangère. Et donc Balke on croyait qu'il était quelqu'un d'autodidacte de la Norvège. Mais quand est-ce qu'il y avait donc l'exposition à Copenhague? C'était en 2003, c'est ça? 2008? Bon, en 2014, il y avait une exposition à Londres
Une autre exposition à la Met en 2016 et maintenant, nous avons cette belle exposition à Fontainebleau grâce à Eric. Et quand est-ce que nous allons avoir une autre grande exposition à Paris? Alors, je me tourne vers Christophe. C'est parce qu'il y a aussi un projet parisien. Et simplement, le Petit Palais fait pas mal d'expositions sur les artistes nordiques. Donc, je dois quand même les intercaler avec des expositions italiennes et autres, ou allemandes, là, en ce moment. Voilà, mais c'est bien sûr dans les tuyaux. Mais l'exposition la plus mémorable, donc récemment, c'était celle de Londres, de Christopher Riopel, à la place de qui je parle d'ailleurs, qui devait venir malheureusement, qui a dû se décommander. C'est une exposition absolument merveilleuse à la National Gallery de Londres, qui a un peu réveillé tout le monde. La version de New York était plus réduite, un petit peu décevante peut-être, par rapport à celle de Londres. Et là, l'accrochage, peut-être vous ne l'avez pas encore tous vu, parce que ça vient juste d'ouvrir ce matin, mais c'est juste, quand vous commencez votre visite, par l'entrée normale du château, en haut d'un escalier, vous voyez un grand vitrail, et c'est juste là. Donc surtout, ne manquez pas la petite porte, puisqu'après, vous vous retrouvez à jamais perdu dans les grands appartements et tout ça, et le Napoléon, enfin bon, tout l'inverse de Balqueux, mais ça vaut vraiment la peine. Peut-être juste, après on passera peut-être à des questions. Comme vous avez vu défiler des images, je voudrais juste expliciter quelques petites choses. Première chose, donc effectivement, il y a eu cette commande par Louis-Philippe, vraisemblablement avec une proposition par Balqueux, et évidemment c'est une chose intéressante, c'est-à-dire que Balqueux est à Paris pour quelques mois, il ne sait pas exactement combien de temps il va y rester, il essaye de rencontrer le roi. Et que ce soit après la première discussion ou qu'avant la première discussion, il ait déjà produit quelque chose, en tout cas, dans un délai très court, il va faire une cinquantaine de petits tableaux sur carton qui ont pour vocation d'être des esquisses pour pouvoir les présenter au roi, pour pouvoir les vendre au roi, parce qu'il veut en vivre évidemment. Et je trouve que c'est intéressant quand on regarde la suite de sa carrière, va jusqu'à obéir au désir du roi. C'est-à-dire qu'il y a une histoire qui est racontée à plusieurs reprises dans laquelle il montre au roi le tableau qui est cette vue du Cap Nord, dans laquelle il fait figurer le roi Louis-Philippe en 1795 avec ses guides. Et l'histoire raconte que le roi lui fait rajouter un personnage qu'il avait oublié, qui est son interprète. Je ne sais plus si c'est guide ou interprète qu'il a oublié, mais va lui faire rajouter un personnage. Alors quand on regarde le tableau, comme on peut le faire uniquement quand on est en train d'organiser une exposition, c'est-à-dire à plat, en pouvant regarder effectivement comment il est peint, on n'a pas l'impression on a l'impression qu'il y a effectivement un personnage rajouté, mais que c'est un petit personnage sur la droite du panneau, et que sans doute il faudrait regarder les choses de plus près pour savoir si c'est une histoire reconstruite ou pas. Deuxième aspect, donc je veux souligner ça parce qu'on a un artiste qui est un artiste très indépendant, mais évidemment dans le système de la production artistique de cette époque-là, où on est très fortement dépendant des commandes, et notamment de la commande d'un roi, il y a une obéissance par avance à des principes extérieurs, à des principes qui sont donnés à tout le monde, dont Balqueux ne se départ pas de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'il accepte de rajouter un personnage, même si éventuellement ça changerait un peu la composition, etc. Et pour moi, il est évident que c'est un Balqueux qui m'intéresse, moi, historien de l'art du XXe siècle, je veux dire, qui ne regarde le XIXe siècle peut-être que du point de vue du XXe ou du XXIe siècle, ou même sans doute c'est le cas, que Balqueux m'intéresse d'abord à cause de ses tableaux tardifs et que je ne regarde les tableaux antérieurs avec intérêt que parce que j'ai vu avant les tableaux tardifs. Et que ces tableaux tardifs, ils m'intéressent particulièrement à cause de leur caractère obsessionnel dont j'ai parlé tout à l'heure, à cause de leur liberté de moyens et de la manière dont on sent que Balqueux s'est affranchi de beaucoup de principes extérieurs pour faire effectivement, alors je ne sais pas si ça a un sens ou si c'est un anachronisme que je fais, mais pour faire ce qu'il a envie de faire.
de façon absolument complète. Deuxième point sur lequel je voudrais juste donner un élément, c'est qu'effectivement ces tableaux sont restés dans les réserves du Louvre et d'autres endroits pendant très longtemps, à Dieppe notamment, et que quand on les a retrouvés, alors je n'ai pas les photos avant restauration de tous les tableaux, mais quand on les a retrouvés dans les années 1860, voilà à quoi ils ressemblaient. Donc effectivement, il fallait quand même savoir l'importance de Balke, et donc, étant donné l'histoire qu'a raconté Knut, être norvégien ou être passé en Norvège, pour savoir que derrière des choses qui étaient comme ça, qui n'avaient pas l'air de grand-chose, il pouvait y avoir des œuvres vraiment intéressantes et vraiment importantes. Et je pense que la vue du Cap Nord qui est dans l'exposition ici, que le Louvre a accepté de nous prêter, en est un très bon exemple. Mais qu'il a fallu ce travail de restauration très approfondi pour qu'on ait une présentation qui soit une présentation importante quand elle est ouverte au public, j'ai bien entendu ce qu'avait dit Knut, du musée du Louvre. Sans doute la redécouverte aujourd'hui passe quand même aussi d'abord par des compositions petites et moins petites des années 1850 aux années 1870 qui formaient l'essentiel de l'exposition d'ailleurs de la National Gallery de 2014. Donc Knut était un des commissaires, parce que il y a tous ces effets qu'on a un tout petit peu évoqués, enfin que j'ai un petit peu évoqués. On a parlé du caractère d'études ou d'esquisses et du fait que ça n'était pas des études ou des esquisses, mais qui sont, si vous prenez un tableau comme celui-ci, qui n'est pas dans l'exposition, mais qui est un tableau très important, vous voyez ce que je disais sur le fait de comment créer un effet d'aurore boréale simplement en grattant avec sans doute un petit racloir pour faire ces bandes verticales. Et puis la mer, vous voyez qu'elle est sans doute faite simplement en prenant un peigne ou quelque chose de ce type-là et en allant tracer très rapidement quelque chose sur l'eau. Donc évidemment, quand on est un spécialiste du XXe siècle, de l'art du XXe siècle, et qu'on voit ça, ce à quoi on pense, c'est à l'usage de ce type de matériaux par Picasso, ou de méthodes par Picasso ou par Braque, c'est-à-dire le fait de prendre des méthodes qui sont des méthodes de peintre-décorateur pour en faire des outils de surgissement de la beauté approfondie qui est celle de l'art, ou bien, et je dois dire que c'était ma première idée, je crois que la première fois où j'ai pensé à faire une exposition Balke, c'était avec l'idée de faire une exposition Balke Soulage. C'était un peu trop évident, un peu trop téléguidé, donc j'ai un peu laissé tomber. Mais c'est effectivement, je le dis parce que c'est intéressant que ce soit un artiste qui puisse nous interloquer pour des raisons extrêmement différentes. C'est-à-dire qu'il puisse intéresser... Nous sommes 3 historiens de l'art qui ne travaillons pas sur le même matériau d'ordinaire. Et là, il y a effectivement une rencontre qui est d'une certaine façon inattendue. Et ensuite, avec un des autres aspects aussi, pour moi, c'est cette difficulté des artistes reconnus nationalement. C'est un sujet sur lequel Christophe a beaucoup travaillé et œuvré, reconnus nationalement, mais dont il est difficile du coup de faire reconnaître l'importance internationalement, ne serait-ce que parce que les œuvres se trouvent pratiquement toutes dans des collections privées ou dans des musées nationaux. Je le dis en généralisant, parce que ça n'est pas vrai que du cas de Balke. Et que donc, il y en a peu dans les musées non norvégiens, dans le cas de Balke. C'est difficile d'en voir si on n'est pas allé en Norvège. Et c'est aussi très difficile pour les musées d'en acquérir, parce que en réalité, ce sont des œuvres qui sont des œuvres relativement chères, puisque ce sont des œuvres d'artistes importants nationalement, et qu'il n'y en a pas beaucoup qui passent sur le marché. Enfin bref, tout cela qui fait que nous espérons qu'un jour, il y aura des œuvres de Balke au Petit Palais, mais que sans doute, je retourne la question par avance à Knut, sans doute qu'il faudrait qu'un mécène norvégien s'en occupe. I think there will be
Est-ce que nous avons l'ambassade présente dans la salle? Non, je crois qu'il y a un certain enthousiasme en Norvège, en Scandinavie en général, je dirais, pour partager notre art. Nous avons été beaucoup trop focalisés sur le national, mais maintenant nous sommes plus enthousiastes pour le partager. Donc ça, c'est justement la mission de la Nordic Institute of Art, de promouvoir l'art de la région du Nord, tout à fait dans un cadre international comme celui-ci. Donc j'espère que nous verrons davantage de Balke et d'autres artistes également à l'avenir, ici à Paris, à Fontainebleau, et ainsi que dans d'autres endroits. J'aimerais rajouter quelque chose. Christophe, vous avez dit que vous avez été à l'exposition à New York et ensuite à Londres. Bien sûr, l'exposition à New York était plus petite. L'exposition à Fontainebleau était également petite, mais je dois dire que c'est une très, très belle exposition, une très belle sélection, la composition avec Balke, Bia, Anna Ballman. C'est vraiment brillant, c'est fantastique. Donc, vous pouvez vraiment donc avoir une bonne impression d'artiste, même en fréquentant une petite exposition. Merci. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un micro pour vous? Je crois que pour les traducteurs, c'est important. Oui, alors je suis Maria Sakkari, je suis la directrice de l'Athénéum, le musée des beaux-arts à Helsinki. Alors, je ne peux pas m'empêcher de mentionner que pendant l'expédition de Louis-Philippe en 1795, il a aussi passé en Finlande, en Laponie, et il y a deux peintures par François Billard à Versailles, à ce moment de cette expédition. Et en fait, il y a une légende qu'aussi en Finlande, il y a des descendants de Louis-Philippe. Donc il était vraiment très viril, je pense. Je suis navré de vous dire qu'en France, personne ne voudrait se réclamer de Louis-Philippe. Tout le monde trouverait ça une honte d'être un descendant de Louis-Philippe, à part sa famille légitime. La question de sa légitimité est d'ailleurs autre chose, mais ce que je veux dire, c'est que c'est intéressant parce que ça ne fait pas partie. En France, il y a plus d'héritiers d'héritiers supposés de Napoléon ou enfin de Louis-Philippe, pas beaucoup. Hein. Oui, d'accord. Mais j'ai aussi une question plus comment dirais-je, historien d'art. Donc, je pense que vraiment, si je compare Balke avec les artistes finlandais de l'époque, alors il n'y avait pas de parallèle en Finlande. Et c'est quand même étonnant parce que en Finlande, on avait quelques artistes qui sont partis à Düsseldorf et à Dresden pour peindre, comme Werner Holmberg, qui il a habité aussi en Norvège jusqu'à sa mort en 1860. Mais ces artistes-là ne peignaient pas les paysages finlandais. Alors ça, je trouve très exceptionnel que vraiment, ou bien ils peignaient des paysages finlandais, mais d'une façon très internationale, plutôt comme les peintres du centre de l'Europe. Alors là, je trouve, avec les aurores boréales, par exemple, c'est quelque chose de très exceptionnel de les peindre à l'époque. Alors comment pouvez-vous expliquer quelle était vraiment l'idée de Balke de prendre ces sujets de son propre pays? Bien, c'est une très longue question. Nous avons combien de temps? Bien, nous avons tout le reste de l'après-midi. Merci de votre intervention. En Norvège, à cette époque, il y avait une urgence pour trouver notre identité. La Finlande aussi, c'était une jeune nation, donc nous avons à peu près les mêmes identités. Mais c'était important de découvrir la Norvège, de découvrir la culture, le peuple, l'histoire et la nature surtout. Et bien sûr, Dahl, il a voyagé en Norvège
mais dans les montagnes, au centre du pays et aussi dans le sud-est où il y a des paysages vraiment très dramatiques. Et ensuite, il y avait d'autres artistes vandales qui ont peigné les paysages. Je crois qu'on va en parler dans la prochaine séance. Mais donc, il n'y avait personne qui s'est aventurier dans le nord du Norvège. Il y avait d'autres, il y avait des artistes suédois. Donc, quelqu'un qui est venu de la Suède en 1800, qui a publié donc une série de ses voyages pittoresques. Et aussi un artiste allemand, Ed Stoff, qui était basé à Munich, qui a fait un voyage au nord de la Scandinavie, en Islande aussi, et aussi à Spitzberg, dans la zone arctique. Donc, il y avait un certain intérêt donc, pour ces paysages nordiques. Mais il n'y avait pas d'artiste norvégien qui avait fait cette aventure. Je crois que Balke donc a vu que c'était un nouveau domaine, une nouvelle niche, donc un nouveau marché. Et donc c'est justement ça qui a stimulé son imagination. Donc il est parti. Et comme Dahl, donc il a peint les montagnes, la côte, et donc de la région du nord de la Norvège. Désolé, en micro. No. It's very interesting comparison, I agree. Très intéressant comme comparaison. D'autres questions? Questions ou interventions? Merci. Bonjour. Merci beaucoup pour cette présentation. Justement, je voulais revenir sur la question de Louis-Philippe, parce qu'en fait, c'est assez intéressant de voir que du coup, Balke avait des positions politiques assez fortes, était très engagé, et en même temps, justement, répond à une commande de Louis-Philippe. Est-ce qu'il y avait justement ces échanges entre les pays pour savoir qui était qui faisait quoi, et est-ce que si c'est le cas, dans ce cas-là, pourquoi il répond aussi facilement à cette commande? Alors, on ne sait pas exactement les positions politiques de Balke de façon très, très claire. C'est pas si clair que ça. On sait que dans une lettre de Johan Christian Dahl, il reproche à Balke, enfin, il parle de Balke à quelqu'un d'autre, j'ai oublié à qui il parle, peut-être que Knut se souviendra, en disant que Balke est communiste. Et que c'est un problème. Alors, communisme, à ce moment-là, est un terme qui est employé de façon assez large. On n'a pas de témoignage d'un... En tout cas, il ne semble pas... s'engager dans un mouvement international politique structuré, etc. Peut-être qu'il y a d'une part une évolution. Il ne reste pas à Paris. Il est à Paris pendant l'année 1847. Les événements commencent à monter. Il ne reste pas, alors que manifestement, si on lit la presse de l'époque, tout le monde sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer et que ça va mal pour le gouvernement. On n'a pas de témoignage sur le fait qu'il participe à des réunions séditieuses ou quoi que ce soit à Paris à cette époque-là. De toute façon, peut-être qu'il ne parle pas correctement français. On le voit même dans l'usage. Le titre de l'exposition est tiré de la supplique de Balke à Louis-Philippe, où il parle de sauvage nudité. Ça n'est pas une expression naturelle en français. Mais ces positions politiques correspondent, enfin celles dont on a parlé avec Knut, correspondent plutôt à une période plus tardive de sa vie. Par ailleurs, et si on commençait à faire le détail des artistes qui, au cours de leur carrière, ont eu des positions politiques extrêmement avancées et par ailleurs ont répondu à des commandes, etc., puisque Knut a parlé de la conférence de Jan Vaux ce matin, dans la conférence, de cette performance de Jan Vaux, de conférence par le biais d'un autre conférencier, etc., dans le texte qui a été lu, on soulignait bien le fait que Jan Vaux produit ce discours-là, mais qu'il le fait dans les galeries comme Marianne Goodman, qui sont les grandes galeries du marché de l'art international, et qu'il produit des choses pour ce marché aussi. Donc les contradictions, elles existent toujours de ce point de vue-là.
Et pour citer un 48 art, Richard Wagner ensuite va travailler pour Ludo de Bavière. Donc c'est sûr qu'ensuite on peut avoir des engagements politiques. Et puis, mais enfin, cela dit, l'attitude vis-à-vis de Louis-Philippe est complexe aussi en France, hein, puisque il est porté par une révolution, il fait adopter le drapeau tricolore, il termine tous ces grands monuments de l'Empire, et il fait quand même bâtir la colonne de Juillet sur la place de la Bastille. Donc il se veut vraiment un héritier. Après, c'est la réalité des répressions, des émeutes, la rue Transnonain, des choses comme ça, qui ternissent son image, mais il garde quand même, jusqu'à la fin du règne, quand même des appuis intellectuels, de personnalités quand même assez engagées. Même si après, dès février 48, tout d'un coup, tout le monde évidemment se détourne, mais c'est tardif. Hein. Et puis après, il a un intérêt manifeste pour le reste du monde. C'est-à-dire que c'est un souverain qui, à cause de ses voyages notamment, mais pas que à cause de ses voyages, est intéressé de façon très forte par des artistes d'autres pays. L'invitation qui est faite à George Catlin, l'artiste américain, de venir s'installer au Louvre, d'y montrer ces événements avec des Amérindiens, et puis les acquisitions qui se font à ce moment-là d'un certain nombre de peintures, manifestent que c'est un souverain qui s'intéresse beaucoup à ces questions-là, de même d'ailleurs qui s'intéresse aux sciences. C'est lui qui finance les recherches l'expédition de la corvette La Recherche alors c'est à la fois une expédition, c'est une expédition qui commence en Islande et au Groenland, et puis qui ensuite va dans le nord de la Norvège, le Spitsberg, tourne l'ensemble du Cap Nord, etc. Donc il y a un intérêt extrêmement fort de sa part. Donc on peut imaginer que si on est un artiste étranger arrivant à Paris, si on sait qu'il y a un souverain qui a ces intérêts-là, on va le courtiser, sans qu'il y ait forcément de contradiction. Peut-être une dernière question, parce qu'après il faut qu'on libère la salle, je crois. Oui, juste une petite chose. Je voulais savoir s'il existait des documents sur la ville, sur son projet de ville. Sur Balquebu ? Oui. Merci. There are letters. Oui, il existe des lettres qui survivent, qui concernent cette partie de la ville. Et il y a aussi ses propres écritures à ce propos. Et il y a des choses, des documents concernant donc la propriété dans les archives de la ville. Mais je crois que, encore une fois, il faudrait faire davantage de recherches pour en savoir plus. Merci. Merci.